Est-ce que vous vous souvenez ce qui vous est arrivé la première fois où vous avez gravé un picador? Ah, mais il y a longtemps de ça. Il y a, je ne sais pas, j'aimerais mieux pas en parler, ça vieillit. Alors, continuons. Oui, quand vous avez gravé votre premier picador, vous souvenez-vous, il y a eu une petite erreur. Oui, oui, c'est vrai, parce que comme c'était une gravure, c'est devenu à l'envers. Alors j'ai mis la pique dans la main gauche. Alors j'ai trouvé cette solution magnifique, ça l'appelait les sourds, ça veut dire les gauchers. Vous vous en tirez toujours, c'est merveilleux. Picasso, encara desconeixedor del procés d'inversió del gravat, s'equivoca i posa la pica del picador a la mà esquerra. Picasso era perfectament coneixedor de l'ortodòxia taurina. Picasso no era només un aficionat als toros, era un tauròmac. Un tauròmac és algú que coneix al fons la ciència de la tauromàquia, que és una ciència, i sap que un picador mai pot ser esquerrà. És sempre dretà. C'est la première fois qu'il se trouve avec le problème de l'image inversée, de travailler à l'envers, et c'est pour ça qu'il se retrouve là-dedans. I hem de tenir en compte que l'entorn barceloní, que és en el qual es troba Picasso en aquella època, els gravadors no començaven a gravar de forma regular fins que no arribaven a França. Hem de tenir en compte que a França era una tècnica molt més prestigiada que no pas. Tout au long de sa vie, Picasso a fréquenté de nombreux ateliers d'estampes, où il a pu expérimenter les différentes techniques de la gravure de taille douce. L'atelier Eugène Delattre est le premier atelier de gravure que Picasso fréquente de manière régulière, de 1904 à 1922. La première gravure importante de Picasso qui a été réalisée dans l'atelier d'Eugène Delattre à Paris, c'était le repas frugal. J'imagine que la main d'Eugène Delattre a certainement aidé Picasso à faire ce bond. Quand on voit ces deux épreuves, ces deux estampes, c'est qu'entre-temps, il y a un atelier professionnel qui est passé par là. Dès le repas frugal, on est face à une immense gravure. Pas simplement par sa taille, mais aussi par sa puissance évocatrice, par la force du trait. L'atmosphère est très forte, les personnages sont très évocateurs, la composition est formidable. Enfin bon, c'est du grand Picasso, quoi. Déjà, dès 1904. Il y réalise entre autres Saint-Mathorel, écrit par Max Jacob, qui n'est autre que le premier livre cubiste de l'histoire. Il est bien évidemment édité par Daniel-Henri Canveller. De 1927 à 1932, il fréquente l'atelier de Louis Faure. Il y exécute plusieurs gravures clés de son œuvre, comme Chef-d'œuvre inconnu d'Honoré de Balzac et Les Métamorphoses d'Ovide, tous deux édités par Vollard. Dans les années 30, Ambroise Vollard lui commande une série de gravures qui deviendra la suite Vollard et qui est imprimée chez Roger Lacourière, qui a ouvert donc peu de temps avant son atelier à Montmartre. Et à partir de là, vraiment, Picasso va graver essentiellement chez Lacourière, puis avec Jacques Frélot. Roger Lacourière est le premier imprimeur à fonder un atelier où les artistes et les imprimeurs travaillent ensemble et se côtoient, de la première à la dernière étape de travail. Ce qui, avant, était une cuisine interne, devient ici un travail commun, où l'artiste peut accompagner son œuvre jusqu'à sa gestation. Il est arrivé en 1938, juste avant la guerre, et il a pris la succession de Lacourière en 1957, enfin comme chef d'atelier. Il avait déjà été chez Delattre, il avait fait six autres ateliers. Et c'est ça qui l'a séduit chez Lacourière, c'est le contact avec les artistes, parce que dans les autres imprimeries, tu n'avais aucun contact avec l'artiste. On te donnait le bout à tirer, tu faisais le nombre d'exemplaires, et donc c'était beaucoup plus routinier, beaucoup moins intéressant, évidemment. C'était un type absolument charmant, vraiment attentionné, très gentil, très respectueux, tu vois, des artistes et tout ça. Picasso, c'était la simplicité, l'authenticité, le contraire du conformisme. C'était le contestataire qui remettait tout en question, et qui se remettait lui-même en question tout le temps. Il était l'homme pour qui le fait de travailler était la seule chose importante. On parlait peu. Mais si l'on était aussi passionné que lui par le travail, alors on se comprenait vraiment. C'était même la seule façon de le comprendre, à mon avis. Quand il travaillait, on était surpris de sa force de concentration. Plus rien n'existait. Il y avait des cuivres qui n'avaient pas été tirés.
Il fallait faire quelque chose, il fallait les tirer. Et pour que ce soit sous la surveillance de Picasso, mon père a demandé à Frélo de venir plus ou moins s'installer pendant plusieurs mois. Il a monté tout l'atelier, quoi. Lui passait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines auprès d'artistes pour un gros ouvrage, une grosse commande, un livre avec beaucoup de planches. Il faisait les essais sur place. Et après, tout revenait sur l'atelier pour le tirage. Bon, ça, c'est mon père qui a inauguré ça. En 3 jours, j'ai improvisé l'atelier. Quand il l'a vu, il a dit « Ça sent comme chez la courrière. Comment as-tu pu faire cela ? Avec ma clé de presse et mon couteau de poche. Tu es comme moi, tu es un économe. » C'était vrai. L'important pour lui était de faire tout avec n'importe quoi. Il s'installa un jour devant son cuivre et dit « Et maintenant, c'est sérieux. » La gravure pour lui était sérieuse parce que elle lui résistait. Ses meilleures planches, à mon avis, ce sont ses burins, ses pointes sèches, plus encore que ses aquatintes. Là, il pouvait se donner à fond. Il avait besoin de dominer la matière, de l'apprivoiser. C'était un bagarreur. Frélo était super bien. C'était plus délicat, plus fin, mais c'était très sensible. C'est très très bien. Chez La Courrière, parmi les imprimeurs, arrivent également les frères Cromlinck, Aldo et Pierrot, qui ont environ 17 ans. Ils y rencontrent Picasso. Très vite, naît une forte amitié de travail. Ils étaient très exigeants sur la qualité d'impression et puis tout était vraiment nickel. Même on le voit dans leur gravure, tout est parfait. En 1956, les 2 frères ouvrent leur propre atelier. En 1963, pour être plus proche de Picasso, Aldo et Pierrot décident d'ouvrir un 2e atelier à Mougins. Et à Notre-Dame-de-Ville, les Cromlinck étaient à côté, enfin, pas dans la maison, mais c'était pas loin. Ils vivaient avec eux en permanence dans le travail, parce qu'il faut être disponible en permanence et il faut assurer. Il faut assurer, si dit on se revoit demain et je voudrais voir 2 ou 3 épreuves, le lendemain, il faut être prêt. Il y a des gens qui ont besoin d'élan comme ça dans leur travail. Il faut qu'il y ait une continuité permanente. S'il y a des temps morts, ils peuvent avoir tendance un petit peu à se relâcher, puis il n'y a plus le rythme pour créer ce qu'il a dans son imagination. Il y a cette fameuse histoire de faire les 356 gravures en 6 mois. Vu ce qu'ils ont fait avec Picasso, c'est pas mal. Hein. Je veux dire, d'avoir produit autant de gravures. Quand même, 356 gravures, c'est autant que ce que Rembrandt a fait dans sa vie, quoi. Ils n'en revenaient pas, mais ils étaient toujours dispo. Alors ça, c'est un boulot énorme, qui s'est terminé bien après le décès de Picasso. Et pour eux, c'est les plus beaux souvenirs qu'ils aient jamais eus sur le plan humain avec un artiste. Picasso vient chez Mourlot en 1945, au sortir de la Libération, ce qui crée un élan incroyable pour l'imprimerie qui était au point mort durant la guerre. Normalement, dans une imprimerie, les artistes viennent, il y a plusieurs projets à la fois, les artistes amènent leur dessin ou le font sur place, ils repassent 1 semaine plus tard, on leur donne une épreuve, ils font un essai, une correction ou 2, un bon à tirer, ils reviennent 1 mois après, le tirage est fini. Donc les imprimeurs, ils passent d'un projet à l'autre et tout. Dans le cas de Picasso, il ne s'agissait pas de ça du tout. Picasso était là tous les jours, il voulait voir les épreuves tout de suite, et il n'avait pas un imprimeur qui travaillait pour lui 1 fois de temps en temps. Il avait 3 imprimeurs, les meilleurs à disposition, qui avaient leur presse à bras autour de lui. En plus du travail quotidien qui était déjà énorme pour les 3 imprimeurs qui, toute la journée, imprimaient pour lui, quand il arrivait le matin, parfois ils étaient un peu découragés puisqu'il arrivait avec un carton à dessin rempli de papier report. Tous plus extraordinaires, c'est-à-dire plus compliqués les uns que les autres. Chez Mourlot, il y avait une histoire. Bon, mon père faisait constamment des trucs impossibles, des horreurs, enfin quoi. Avec des collages, de la gouache pour faire des blancs à la place du noir, des papiers découpés, de la colle, donc un travail qui était évidemment hyper délicat à imprimer, à réussir. Donc il y avait manifestement de sa part une volonté de se
confronté au procédé dans tous les supports possibles, pierre, zinc, papier peint, et avec une boulimie de travail qui est cette force de travail dont moi j'ai beaucoup entendu parler longtemps après, parce que personne n'avait jamais travaillé aussi intensément sur place. La liberté qu'il avait de travailler avec Canveller qui publiait les planches et l'énergie que mettaient Mourlot et son équipe dans la publication de ces planches, on a un moment qui est vraiment tellurique, quoi, qui est un soulèvement d'énergie graphique dans la litho. On peut dire que ça a toujours accompagné son travail tout au long de sa vie. Puis il est revenu finalement sur ce qui était le plus difficile. À la fin, c'est la gravure sur cuivre. Et là où il était totalement maître. Picasso, à la fin de sa vie, quand il peint ces immenses tableaux splendides de tous ces mousquetaires et ces femmes nues et tous ces peintres et son modèle à l'atelier, enfin voilà, tous ces grands tableaux qu'on a vus vraiment exposés au Palais des Papes en Avignon en 1973, au moment de sa mort, ce sont des œuvres gigantesques, spectaculaires, méga dimensionnées. Et en même temps qu'il faisait ça, c'était vraiment les dernières années de sa vie, il fait des gravures. Et il en fait. Il en fait. En même temps. Donc, il se passe des choses dans la gravure à la fin de sa vie qu'il ne peut pas se passer en peinture. Donc, ce sont des choses complémentaires. Il va résoudre des problématiques artistiques qui lui sont propres en gravure. Chez Picasso, il y a beaucoup de petits détails, et puis il y a tout ce monde complètement fou qui ressort, toutes les influences de sa vie. Il y a deux gars qui apparaissent, il y a son père qui apparaît, il y a le pape, il y a Raphaël, il y a la Fornarina. Enfin, voilà, il y a tous les maîtres du passé qui ressurgissent dans des œuvres très concentrées comme ça en information et en images. C'était hors du commun ce qu'il était capable de faire, d'imaginer. Si on regarde la gravure de Picasso, elle est en même temps extrêmement classique et en même temps extrêmement iconoclaste. Faire péter les règles en étant dans les règles, c'est un truc assez mystérieux, mais c'est ce qui définit au fond tout Picasso. Pour Pablo, je crois que c'est très important. Cette magie qu'a l'estampe de conserver ses étapes. Parce qu'au fond, ça a été dit souvent, mais au fond, tout ça, c'est un espèce de journal de sa propre vie. Et on laisse au fond les éléments pour qu'on puisse comprendre pourquoi on a fait ça ou pourquoi on est arrivé là. Picasso a révolutionné l'estampe par son innovation technique, sa créativité et sa force de travail. Cette multitude de traits qu'il a tracés constitueront un trait d'union avec les générations suivantes.